Le marché rural de Bressac sentait le fumier et la peur. Isabelle Devrault sentit les doigts de son père se refermer sur son bras, ses ongles sales creusant la chair à travers la manche rapiécée de sa robe. La boue collait à ses bottines trouées, et autour d'eux, les marchands criaient leur prix, chevaux, volailles, outils rouillés. Augustin Devrault la traîna entre les cages et les étals, son haleine empestant le vin bon marché, et quand il s'arrêta au centre de la place, il leva la voix assez fort pour couvrir le bruit des bêtes. « Donnez-la au premier qui la voudra. » Les hommes se retournèrent. Certains rirent. Isabelle garda le dos droit, les mains serrées contre ses flancs, et refusa de baisser les yeux, même quand un fermier s'avança, la détaillant des pieds à la tête, comme on évalue une jument. Du fond du marché, une voix coupa le brouhaha. « C'est moi. » Les têtes pivotèrent. Un homme descendit de cheval, ses bottes cirées, craquant dans la boue. Il portait un manteau de laine sombre, coupé avec une précision qui n'appartenait pas à ce lieu. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière, et quand il traversa la foule, les marchands s'écartèrent sans qu'il ait besoin de parler. Il ne regarda pas Augustin. Il regarda Isabelle, et ses yeux gris se posèrent sur elle avec une intensité qui n'avait rien à voir avec la curiosité du fermier. « Isabelle Devrault », dit-il. Elle cligna des yeux. Il connaissait son nom. Augustin lâcha son bras et se tourna vers l'inconnu, les yeux plissés, calculateur. « Monsieur le duc », dit-il, et sa voix changea, devint plus douce, plus prudente. « Vous connaissez ma fille ?» Il répondit calmement. « Je connais son nom. C'est suffisant. Alors vous savez qu'elle vaut bien plus que ce que ces paysans pourraient offrir, » dit Augustin, et il sourit, montrant des dents jaunies. « 10 fois son prix, c'est ce que j'ai dit. » Le duc s'avança encore, et Isabelle vit la ligne dure de sa mâchoire, la façon dont ses mains restaient immobiles le long de son corps. « Vous n'avez pas dit un prix, » dit-il. « Vous avez dit le premier qui la voudra. Je la veux. Le prix, c'est votre silence. Vous ne l'approchez plus. Jamais. » Augustin ouvrit la bouche, la referma. Autour d'eux, les marchands s'étaient tus, et Isabelle sentit le poids de tous ses regards. Le fermier qui s'était avancé recula d'un pas, les mains levées, et disparut dans la foule. « Monsieur le duc, » commença Augustin, « je suis son père, et vous ne pouvez pas simplement... » Sa voix trancha. « Je peux, et je le fais. Maintenant. » Il tendit la main vers Isabelle, paume ouverte, et elle fixa cette main gantée de cuir fin, propre, sans une trace de boue. Derrière elle, son père respirait fort, et elle sentit la tension dans l'air, la violence potentielle qui flottait toujours autour d'Augustin quand il était contrarié. Mais quelque chose dans la posture du duc, la façon dont il se tenait entre elle et le reste du marché, comme un mur vivant, changea le calcul. Isabelle ne prit pas la main offerte. Elle se tourna vers son père. « Vous m'avez traîné ici comme une bête, » dit-elle, et sa voix était basse, calme, glaciale. « Vous m'avez offerte à côté des chevaux, devant des hommes qui ont ri. Vous n'avez plus le droit de me toucher. » Augustin recula comme si elle l'avait giflé. Puis, il se tourna vers le duc, et son visage reprit cette expression calculatrice. « Très bien, » dit-il. « Mais je veux la somme, maintenant. » Le duc sortit une bourse de sous son manteau et l'attendit. Augustin l'ouvrit, compta rapidement et hocha la tête. « C'est un plaisir de faire affaire avec vous, monsieur le duc. » Il ordonna froidement. « Disparaissez. » Augustin glissa la bourse dans sa poche et s'éloigna sans un regard pour sa fille. Isabelle le regarda partir, cette silhouette voûtée qui se fondait dans la foule, et elle ne ressentit rien. Pas de chagrin, pas de colère,
juste un vide froid qui ressemblait à la fin de quelque chose. Le duc se tourna vers elle. « Mon carrosse est à l'arrière du marché, » dit-il. « Vous pouvez monter ou rester. C'est votre choix, pas le mien, mais pas le sien. » Isabelle regarda autour d'elle. Les marchands avaient repris leurs cris, les bêtes leur bruit. Le fermier qui l'avait détaillé discutait maintenant avec un vendeur de chevaux. Personne ne la regardait plus. Elle était redevenue invisible, sauf pour cet homme aux yeux gris qui attendait, immobile, sans la presser. « Si je monte, » dit-elle, « qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Il répondit simplement, « Rien que vous ne choisissiez de donner. » Elle chercha le mensonge dans ses yeux, cette lueur qu'elle avait appris à reconnaître chez son père, cette promesse qui cachait toujours une facture. Elle ne la trouva pas, seulement une fatigue qui ressemblait à la sienne, et quelque chose d'autre qu'elle ne savait pas nommer. Isabelle marcha vers l'arrière du marché. Le carrosse était noir, sobre, nu avec un blason gravé sur la portière. Un cocher attendait, et quand il la vit approcher, il descendit pour ouvrir la porte. Elle grimpa à l'intérieur sans aide, ses mains agrippant le cadre de bois, et s'assit sur la banquette de velours sombre. Le duc monta après elle et ferma la portière. Le carrosse s'ébranla. À travers la petite fenêtre, Isabelle vit le marché s'éloigner, les étals, les cages, les hommes qui continuaient à négocier comme si rien ne s'était passé. Elle ne chercha pas son père dans la foule. Elle regarda droit devant elle, les mains posées sur ses genoux, et attendit que l'homme assis en face d'elle parle. Il ne dit rien pendant les 10 premières minutes. Puis, alors que le carrosse quittait Bressac et s'engageait sur la route de campagne, il retira ses gants et les posa sur le siège, à côté de lui. « Je m'appelle Théodore de Montvallon, » dit-il. « Nous nous marierons dans 3 jours. Le notaire viendra au domaine. Vous aurez vos propres appartements, accès à la bibliothèque, et vous pourrez aller où vous voulez sur le domaine. » Isabelle tourna la tête vers lui. « Pourquoi ? Parce que ce que votre père a fait aujourd'hui ne devrait jamais arriver à personne, » répondit Théodore. Elle insista. « Vous ne me connaissez pas. » Il acquiesça. « Non. » Alors c'est de la pitié. Il la regarda, et pour la première fois, elle vit quelque chose bouger dans ses yeux. « Ce n'est pas de la pitié, » dit-il. « C'est de la colère. » Isabelle détourna le regard et fixa la fenêtre. Les champs défilaient, verts et bruns, parsemés de fermes isolées. Le printemps arrivait, mais l'air était encore froid, et elle sentit un frisson la parcourir. Elle croisa les bras sur sa poitrine et ferma les yeux. 3 jours plus tard, elle se tenait devant un notaire dans une pièce froide du domaine de Montvallon. Théodore était à côté d'elle, vêtu d'un costume sombre, et 2 témoins qu'elle ne connaissait pas se tenaient près de la porte. Le notaire lut les termes du contrat de mariage, protection légale, droit de propriété, clause de succession. Isabelle écouta chaque mot, cherchant le piège, la condition cachée. Elle n'en trouva aucune. « Mademoiselle Devrault, » dit le notaire, « acceptez-vous de prendre pour époux Théodore de Montvallon ?» Elle regarda Théodore. Il ne souriait pas. Il ne la regardait même pas. Il fixait le notaire, les mains jointes derrière le dos, et elle se demanda si c'était ainsi qu'il avait vécu toute sa vie, enfermé dans une discipline qui ne laissait rien transparaître. Elle répondit clairement. « Oui. » Le notaire se tourna vers Théodore. « Monsieur le duc, acceptez-vous de prendre pour épouse Isabelle Devrault ?» Il confirma. « Oui. »« Alors vous êtes mariés. Signez ici. » Isabelle prit la plume que le notaire lui tendait et signa son nom en bas du document. Son écriture était nette, précise, formée par des années de lecture dans le bureau de son père. Théodore signa après elle,
et les témoins apposèrent leur signature. Le notaire roula le document, le scella et le tendit à Théodore. « Félicitations, monsieur le duc. Madame la duchesse ?» Isabelle ne se sentait pas duchesse. Elle se sentait comme une fille vendue au marché, qui avait simplement changé de propriétaire. Le domaine de Montvallon s'étendait sur des hectares de terres cultivées, de forêts, de jardins soigneusement entretenus. La maison elle-même était immense, construite en pierre grise, avec des tourelles aux angles et des fenêtres hautes qui reflétaient le ciel. Isabelle la regarda depuis le perron et se demanda combien de pièces elle contenait, combien de couloirs elle devrait apprendre à naviguer pour ne pas se perdre. Une femme d'âge moyen attendait dans le hall d'entrée, les mains croisées devant elle. Elle portait une robe de laine noire et ses cheveux gris étaient tirés en un chignon strict. Quand Isabelle entra, elle inclina légèrement la tête. « Madame la duchesse, dit-elle. Je suis Madame Lorrain, la gouvernante. Monsieur le duc m'a demandé de vous montrer vos appartements. » Isabelle suivit Madame Lorrain dans l'escalier principal, leurs pas résonnant sur le marbre. Elles passèrent de concert devant des portraits de famille, des tapisseries anciennes, des portes fermées qui menaient à des pièces inconnues. Au deuxième étage, Madame Lorrain ouvrit une double porte et s'effaça pour laisser entrer Isabelle. Les appartements étaient vastes. Un salon avec des fauteuils près de la cheminée, une chambre avec un lit à baldaquin recouvert de drap blanc, un cabinet de toilette avec une baignoire en cuivre. Les fenêtres donnaient sur les jardins, et la lumière du jour filtrait à travers les rideaux de dentelle. « Monsieur le duc occupe l'aile ouest, » dit Madame Lorrain. « Vos appartements sont dans l'aile est. Vous avez accès à toutes les pièces communes, la bibliothèque et le salon de musique, la salle à manger. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sonnez et une domestique viendra. » Isabelle entra dans la chambre et posa la main sur le montant du lit. Le bois était lisse, ciré, froid sous ses doigts. « Madame Lorrain, dit-elle, quand le duc me demandera-t-il de payer pour tout ceci ?» Madame Lorrain la regarda, et quelque chose passa sur son visage. Pas de la pitié, mais une compréhension qui ressemblait à du respect. « Il ne vous demandera rien, madame, dit-elle. C'est un homme de parole. » Isabelle murmura. « Tous les hommes disent ça. » Madame Lorrain acquiesça. « Oui, mais lui, il le vit. » Elle sortit, refermant doucement la porte derrière elle. Isabelle resta debout au milieu de la chambre, entourée de meubles qu'elle n'avait pas choisis, dans une maison qui ne lui appartenait pas, mariée à un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle s'assit sur le bord du lit et attendit que la peur ou le soulagement arrivent. Aucun des deux ne vint, seulement ce vide froid qui l'habitait depuis le marché. La première semaine passa dans un silence poli. Isabelle et Théodore prenaient leur repas ensemble dans la salle à manger, assis à chaque extrémité d'une longue table. Ils se parlaient uniquement quand c'était nécessaire. « Passez-moi le sel, s'il vous plaît » ou « Le temps sera pluvieux demain ». Le reste du temps, ils mangeaient en silence, et Isabelle observait cet homme qu'il avait épousé par colère. Il ne souriait jamais. Il ne la touchait jamais. Il ne venait jamais dans son aile de la maison. Le soir, il disparaissait dans ses appartements, et Isabelle restait seule dans les siens, assise près de la fenêtre, se regardant les jardins s'assombrir. Le troisième jour, elle explora la bibliothèque. La pièce occupait tout un côté du rez-de-chaussée, avec des étagères qui montaient jusqu'au plafond et une échelle mobile pour atteindre les volumes les plus hauts. Isabelle passa les doigts sur les reliures de cuir, lisant les titres gravés en lettres dorées. Philosophie, histoire, sciences naturelles, littérature. Elle reconnut certains titres, des livres que son père avait possédés autrefois, avant de les vendre pour payer ses dettes. Elle retira un volume de Montaigne et l'ouvrit. Dans la marge, une annotation à l'encre noire.
La vraie liberté est de pouvoir toute chose sur soi. L'écriture était précise, disciplinée, différente de celle de son père. « Vous aimez Montaigne ?» Isabelle se retourna. Théodore se tenait dans l'embrasure de la porte, les mains dans les poches de son pantalon. « Mon père me faisait lire ses essais quand j'étais enfant, » dit-elle. « Le vôtre aussi, » dit Théodore. Il entra dans la bibliothèque et s'arrêta devant une des étagères. Augustin Devrault était un brillant érudit. Avant. Isabelle referma le livre. « Vous le connaissiez ?» Il confirma brièvement. « Oui. » Elle insista. « Avant le marché ?» Il répéta. « Oui. » Elle attendit qu'il continue, mais il ne dit rien de plus. Il retira un livre de l'étagère, l'ouvrit, lut quelques lignes, puis le remit en place. Isabelle le regarda, cherchant à comprendre cet homme qui parlait si peu, qui se déplaçait comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» demanda-t-elle. « Parce que ce n'était pas important, » répondit Théodore. « Ce qui était important, c'était de vous sortir de là. » Elle demanda doucement. « Et maintenant ?» Il la regarda enfin, et elle vit cette fatigue dans ses yeux, cette lassitude qui ne venait pas du manque de sommeil, mais de quelque chose de plus profond. « Maintenant, vous êtes ici, » dit-il. « Vous êtes en sécurité, c'est suffisant. » Il sortit de la bibliothèque sans un mot de plus. Isabelle resta seule avec le livre de Montaigne dans les mains, et elle se demanda si la sécurité était vraiment suffisante quand on ne savait pas combien de temps elle durerait. Le 5e jour, elle découvrit une porte fermée à clé au 2e étage, dans un couloir qu'elle n'avait pas encore exploré. Elle essaya la poignée, mais elle ne bougea pas. Isabelle resta devant cette porte, la main sur le métal froid, et se demanda ce qu'elle cachait. Le lendemain matin, Madame Laurin la trouva dans le couloir. « Vous cherchez quelque chose, madame ?»« Cette porte, » dit Isabelle. « Où mène-t-elle » Madame Laurin sortit un trousseau de clés de sa poche et déverrouilla la porte. « Monsieur le duc a fait préparer cette pièce pour vous, » dit-elle. « Il pensait que vous aimeriez peut-être avoir un espace à vous. » Elle ouvrit la porte et Isabelle entra. La pièce était inondée de lumière. 3 grandes fenêtres donnaient sur les jardins. Et le soleil du matin illuminait chaque coin. Au centre, un bureau en chêne, vide. Contre le mur, des chevalets, des toiles vierges, des boîtes de fusain, de pastels, de pinceaux rangés avec soin. Une table couverte de papier de différentes textures. Un tabouret près de la fenêtre. Isabelle s'avança lentement, les yeux écarquillés. Elle toucha le bord d'une toile et puis ouvrit une des boîtes de fusain. Les bâtons étaient neufs, non utilisés, alignés par gradation de noir à gris. « Quand ceci a-t-il été préparé ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Il y a 3 semaines, » répondit Madame Laurin. Monsieur le duc a tout commandé de Paris. 3 semaines. Avant le marché, avant le mariage. Isabelle se tourna vers Madame Laurin, cherchant à comprendre. Comment savait-il que je dessinais? Je ne sais pas, madame, dit Madame Laurin. Mais il savait. Elle sortit, laissant la porte ouverte derrière elle. Isabelle resta seule dans l'atelier, entourée de tout ce dont elle aurait pu rêver quand elle vivait dans les logements exigus de l'université, quand elle dessinait en cachette sur des bouts de paires de papier volés. Elle s'assit sur le tabouret et regarda par la fenêtre. Les jardins en contrebas, les allées de gravier, les haies taillées avec précision. Puis, elle prit un fusain et un morceau de papier et elle commença à dessiner. Au début, elle cachait ses dessins. De petites études, une branche d'arbre vue depuis la fenêtre,
le coin d'une pièce, la courbe d'une chaise. Elle les rangeait dans un tiroir de son bureau, sous des feuilles vierges, comme si quelqu'un allait les trouver et les juger. Mais personne ne venait dans l'atelier sauf elle. Personne ne lui demandait ce qu'elle faisait de ses journées. Après une semaine, elle cessa de cacher ses dessins. Elle les laissa sur le bureau, épinglés au mur, posés sur les chevalets. Personne ne fit de commentaires. Madame Laurin entrait parfois pour apporter du thé, et elle regardait les dessins avec un hochement de tête approbateur. Mais elle ne disait rien. Non, Théodore ne vint jamais dans l'atelier. Mais un soir, Isabelle trouva un livre posé sur le bureau. Un traité sur la perspective et le clair-obscur, écrit par un maître italien. Elle l'ouvrit et vit une note glissée à l'intérieur, écrite de cette écriture précise qu'elle commençait à reconnaître. Si cela peut vous être utile. Elle tint la note entre ses doigts et se demanda comment remercier un homme qui ne demandait jamais rien en retour. Le 10e jour, ils furent invités à dîner chez des voisins. Le domaine de la famille Marchand se trouvait à 1 heure de carrosse. Et quand ils arrivèrent, une douzaine d'invités n'étaient pas déjà installés dans le grand salon. Isabelle portait une robe que Madame Laurin avait fait confectionner pour elle. Velours bleu nuit, col brodé, manches ajustées. Elle se sentait étrangère dans ses vêtements, comme si elle jouait un rôle qui ne lui appartenait pas. Théodore la présenta aux invités. « Ma femme, Isabelle de Montvallon. » Les gens inclinèrent d'un la tête, sourirent poliment, et Isabelle vit la curiosité dans leurs yeux. Qui était cette femme que le duc reclus avait épousée si soudainement? Le dîner se déroula dans une atmosphère cordiale. On parla de la récolte, des nouvelles de Paris, des projets de construction d'une nouvelle église dans le village. Isabelle mangea en silence, répondant brièvement quand on lui adressait la parole, et elle sentit le poids des regards qui la jaugeaient. Puis, au milieu du repas, un homme assis en face d'elle, un certain monsieur Dufour, propriétaire terrien aux joues rouges, posa sa fourchette et dit « Alors, madame la duchesse, comment avez-vous rencontré notre cher Théodore ?» Isabelle hésita. Théodore, assis à côté d'elle, ne bougea pas. « Au marché de Bressac, » dit-elle simplement. Monsieur Dufour rit. « Ah, le marché! Quelle charmante histoire! On y trouve toujours des choses intéressantes, n'est-ce pas? Des chevaux, des outils, parfois même des filles. » Le silence tomba sur la table. Isabelle sentit ses joues brûler, mais elle garda les yeux fixés sur son assiette. À côté d'elle, Théodore reposa lentement son couteau et sa fourchette. « Monsieur Dufour, dit-il, et sa voix était basse, calme, glaciale. Vous venez de manquer de respect à ma femme. » Monsieur Dufour leva les mains, souriant. « Allons, Théodore, c'était une plaisanterie. » Théodore se leva. « Nous partons. » Il se tourna vers Isabelle et lui tendit la main. Elle la prit et ils sortirent bar de la salle à manger, sous les regards médusés des invités. Dans le hall, un domestique apporta leur manteau. Et ils montèrent dans le carrosse sans un mot. Le trajet du retour se fit dans un silence absolu. Isabelle regardait par la fenêtre, les mains serrées sur ses genoux, et elle sentit une rage froide monter en elle. Pas de la tristesse, mais une fureur contenue qu'elle avait réprimée depuis le marché. Théodore ne dit rien. Il regardait droit devant lui, le visage impassible, mais elle vit la tension dans ses mâchoires, la façon dont ses mains se crispaient sur ses genoux. Quand ils arrivèrent au domaine, il descendit du carrosse et lui tendit la main pour l'aider. « Je suis désolé, » dit-il. Elle demanda calmement. « Pourquoi ? Vous n'avez rien fait. J'aurais dû faire plus. Vous m'avez fait sortir de là. C'est plus que ce que la plupart des hommes auraient en effet. » Il la regarda, et pour la première fois depuis leur mariage,
Elle vit quelque chose de vulnérable dans ses yeux. Ce qu'il a dit était vrai, termina Isabelle. J'ai été trouvée au marché, à côté des chevaux. C'est un fait. Les gens le sauront toujours. Ils n'ont pas le droit de vous humilier pour ça. Ils ont tous les droits, dit Isabelle, parce que c'est ce qui s'est passé. Elle monta les marches du perron et entra dans la maison. Théodore ne la suivit pas. Elle l'entendit rester dehors, et quand elle se retourna depuis le hall, elle le vit debout dans la cour, le visage levé vers le ciel nocturne. Cette nuit-là, Isabelle ne put dormir. Elle resta allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond, et elle entendit un son qui venait de l'autre côté de la maison. De la musique, lente, précise, mélancolique, un clavecin. Elle se leva, enfila une robe de chambre et suivit le son. Il venait de l'aile ouest, d'une pièce qu'elle n'avait jamais visitée. La porte était entr'ouverte et la lumière d'une chandelle filtrait dans le couloir. Isabelle s'approcha et regarda à l'intérieur. Théodore était assis devant un clavecin, les doigts courant sur les touches. Il jouait les yeux fermés et elle vit la concentration sur son visage, la façon dont son corps bougeait légèrement au rythme de la musique. C'était une mélodie qu'elle ne connaissait pas, triste et belle. Et elle resta dans le couloir, retenant son souffle, écoutant. La musique continua pendant 1 heure. Quand elle s'arrêta, Isabelle recula silencieusement et retourna dans ses appartements. Elle s'assit à son bureau et sortit un morceau de fusain. Puis, de mémoire, elle commença à dessiner ses mains. La courbe des doigts sur les touches, la tension dans les poignets, la précision de chaque mouvement. Le lendemain matin, Madame Laurin apporta le petit déjeuner dans les appartements d'Isabelle. « Bien dormi, madame ?»« J'ai entendu de la musique, » dit Isabelle. « Du clavecin. » Madame Laurin versa le thé et hocha la tête. « Monsieur le duc joue parfois le soir ?» Isabelle demanda. « Depuis combien de temps ?»« Depuis votre arrivée, madame. Avant cela, le clavecin était fermé depuis 10 ans. » Isabelle leva les yeux de sa tasse. « 10 ans ?» Madame Laurin acquiesça. « Oui. Depuis la mort de sa mère, il n'y avait plus touché. » Madame Laurin posa la théière et se tourna vers la fenêtre. « Monsieur le duc est un homme qui garde tout à l'intérieur. La musique est la seule chose qu'il laisse sortir. » Isabelle but son thé en silence, et elle pensa à cet homme qui jouait dans le noir, qui épousait des inconnus par colère, qui préparait des ateliers pour des femmes qu'il connaissait à peine. Elle ne savait pas quoi faire de tout cela. Elle ne savait pas si elle devait avoir peur ou être reconnaissante. Ce soir-là, elle retourna dans le couloir et écouta de nouveau. La musique était différente, plus rapide, plus complexe. Elle resta debout dans l'ombre, le dos contre le mur, et elle ferma les yeux. Quand la musique s'arrêta, elle ne bougea pas. Elle entendit Théodore se lever, la chandelle s'éteindre, ses pas s'éloigner dans le couloir. Seulement alors, elle retourna dans ses appartements et continua son dessin. 3 jours plus tard, Isabelle découvrit l'astrolabe. Elle était dans l'atelier, travaillant sur une étude de lumière, et quand elle remarqua un objet sur le coin du bureau qu'elle n'avait pas vu auparavant. Un instrument en laiton, complexe, avec des cercles gravés et des inscriptions en latin. Elle le prit dans ses mains et le tourna lentement, reconnaissant immédiatement ce que c'était. Un astrolabe. Exactement comme celui que son père possédait dans son bureau à l'université. Même taille, même fabricant. Elle reconnut la signature gravée au dos. Ses mains se mirent à trembler. Elle posa l'astrolabe sur le bureau et recula d'un pas. Puis elle sortit de l'atelier et descendit l'escalier, cherchant Théodore. Elle le trouva dans la bibliothèque, assis à son bureau, lisant un document. « Vous connaissiez mon père » dit-elle sans préambule.
Théodore leva les yeux. « Oui, je vous l'ai déjà dit. » Elle répéta « Avant le marché. » Il confirma. « Oui. »« Ah, alors c'est de la pitié. » Isabelle entra dans la bibliothèque, les poings serrés. « Vous avez vu la fille de votre collègue vendue dans la boue, et votre conscience n'a pas supporté. Vous m'avez épousée parce que vous aviez pitié de moi. » Théodore se leva lentement. « Ce n'était pas de la pitié, dit-il. C'était de la colère. »« La colère et la pitié produisent le même mariage, » répliqua Isabelle. « Un mariage où l'une doit tout à l'autre. » Il répondit fermement. « Je ne vous demande rien. »« Vous n'avez pas besoin de demander ?» Isabelle sentit sa voix monter et elle ne fit rien pour la retenir. « Chaque geste que vous faites me le rappelle. L'atelier, les livres, la musique. Tout me dit que je vous dois quelque chose que je ne pourrai jamais rembourser. » Théodore fit le tour du bureau et s'arrêta devant elle. « Je ne veux pas être remboursé. » Elle demanda avec force. « Alors qu'est-ce que vous voulez ?» Il ne répondit pas. Il la regarda et elle vit quelque chose passer dans ses yeux. Quelque chose qu'il essayait de cacher, mais qui transparaissait malgré lui. La porte de la bibliothèque s'ouvrit. Madame Laurin entra, un plateau dans les mains, et elle s'arrêta en voyant la tension dans la pièce. « Pardon, je ne voulais pas interrompre. »« Ce n'est rien, » dit Théodore, et il recula d'un pas. Madame Laurin posa le plateau sur une table et se tourna vers Isabelle. « Madame, l'atelier a été préparé il y a 3 semaines, comme je vous l'ai dit. Mais l'astrolabe est arrivé de Paris il y a seulement 10 jours, après le mariage, pas avant. » Isabelle cligna des yeux. « Après ?» Madame Laurin confirma. « Oui, monsieur le duc l'a commandé la semaine de votre arrivée. » Isabelle se tourna vers Théodore. « Pourquoi ? Pourquoi un atelier pour une femme que vous connaissiez à peine ? Pourquoi un astrolabe ? Pourquoi tout cela ?» Théodore ne répondit pas. Il regarda Madame Laurin, puis Isabelle, et elle vit qu'il luttait pour trouver les mots. Finalement, il secoua la tête. « Parce que vous en aviez besoin, » dit-il simplement. Il sortit de la bibliothèque sans un mot de plus. Isabelle resta debout au milieu de la pièce, le cœur battant. Et elle sentit un mur s'effriter en elle, une brèche dans la forteresse qu'elle avait construite depuis le marché. Madame Laurin s'approcha et posa doucement la main sur son bras. « Madame, » dit-elle, « Monsieur le duc est un homme qui ne sait pas parler, mais il sait faire. Donnez-lui le temps de trouver les mots. » Isabelle hocha la tête, incapable de parler. Elle monta dans l'atelier et s'assit devant l'astrolabe, le tournant lentement entre ses mains. Les cercles gravés reflétaient la lumière du soleil et elle pensa à son père, à toutes les fois où il l'avait laissé toucher son instrument, lui expliquant les constellations, les calculs, la beauté froide des mathématiques. Puis, elle pensa à Théodore, à cet homme qui avait commandé une réplique de cet objet pour une femme qu'il venait de rencontrer. Pas par pitié, pas par devoir, mais parce qu'il avait vu quelque chose en elle qu'elle-même avait oublié. Ce soir-là, elle écouta de nouveau la musique, mais cette fois, quand elle dessina ses mains, elle ne les cacha pas. Elle les laissa sur le bureau, visibles, et elle se demanda s'il les verrait un jour. La réponse arriva 3 jours plus tard, quand son père revint. Isabelle était dans l'atelier, travaillant sur une nouvelle étude, quand Madame Laurin frappa à la porte. « Madame, » dit-elle, et sa voix était tendue. « Vous avez un visiteur. » Isabelle posa son fusain. « Qui ?»« Votre père. Il est dans la cour avec un notaire. Monsieur le duc est avec eux. » Le sang d'Isabelle se glaça. Elle se leva, essuya ses mains sur un chiffon
et descendit l'escalier. Dans la cour, elle vit Augustin Devrault debout près d'un carrosse, vêtu d'un manteau neuf mais mal ajusté. À côté de lui, un homme maigre en costume noir tenait une sacoche de cuir. Théodore se tenait entre eux et la maison, les bras croisés. Isabelle sortit et s'arrêta sur les marches du perron. Son père se tourna vers elle et sourit. Ce sourire qu'elle connaissait trop bien, en celui qui cachait toujours un calcul. « Isabelle, dit-il, tu as l'air en bonne santé. Le mariage te réussit ?» Elle demanda froidement. « Que voulez-vous » Augustin fit un geste vers le notaire. « Je suis venu régler une affaire, une vieille dette. Ton mari comprendra. » Le notaire ouvrit sa sacoche et en sortit un document qu'il tendit à Théodore. « Monsieur le duc, voici une créance datant de 10 ans. Une dette de dot contractée par la mère de votre épouse. Jamais soldée. Selon la loi, cette dette est transférable à l'époux. Le montant total est de 800 livres. » Théodore prit le document et le lut en silence. Isabelle descendit les marches et s'approcha, le cœur battant. « Montrez-moi, dit-elle. » Théodore lui tendit le document. Isabelle le lut rapidement, ses yeux parcourant les lignes, cherchant les dates, et les signatures, les clauses. Elle reconnut l'écriture de sa mère, sur une des pages, une signature tremblante, datée de l'année de sa mort. « Cette dette est réelle, » dit le notaire. « Si monsieur le duc ne paie pas, nous porterons l'affaire devant le tribunal du comté. » Augustin sourit de nouveau. « Je suis sûr que nous pouvons régler cela à l'amiable. 800 livres, et je disparais. Vous ne me reverrez plus. » Isabelle regarda son père, et elle sentit la rage monter en elle. Pas la rage chaude de l'humiliation, mais la rage froide de la trahison. « Vous avez déjà été payé, » dit-elle. « Au marché. »« C'était pour toi, » répondit Augustin. « Ceci est pour ta mère. » Théodore tendit la main vers le document, mais Isabelle le retint. « Non, » dit-elle. « Laissez-moi le garder. » Théodore la regarda, surpris. « Isabelle, donnez-moi un jour, » dit-elle. « Je veux vérifier quelque chose. » Augustin fronça les sourcils. « Il n'y a rien à vérifier, la dette est légale. »« Alors, un jour de plus ne changera rien, » répliqua Isabelle. Le notaire hocha la tête. « Nous reviendrons demain, madame la duchesse. » Ils remontèrent dans le carrosse et partirent. Isabelle resta dans la cour, le document serré dans ses mains, et elle sentit le regard de Théodore sur elle. « Vous allez payer, » dit-elle. « N'est-ce pas? C'est ce que vous faites. Vous payez pour que les problèmes disparaissent. » Il répondit calmement. « Je peux, mais je ne le ferai pas. » Isabelle leva les yeux vers lui, surprise. « Pourquoi ? » « Parce que vous n'avez pas besoin que je le fasse. » Il rentra dans la maison, la laissant seule avec le document. Isabelle le relut, et ligne par ligne, cherchant la faille qu'elle savait devoir être là. Son père était un tricheur, un manipulateur, et il ne faisait jamais rien sans un angle mort. Elle trouva ce qu'elle cherchait après 1 heure. Une date. Le délai de prescription. La dette datait de 10 ans, mais selon la loi, une créance de dot devait être réclamée dans les 6 ans suivant le décès du débiteur. Sa mère était morte il y a 10 ans. La créance était prescrite. Isabelle posa le document sur le bureau de l'atelier et sourit. Un sourire froid, sans joie. Puis, elle passa le reste de la soirée à préparer ce qu'elle allait dire. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle resta assise dans le couloir, à l'extérieur de ses appartements, le dos contre le mur, les genoux remontés contre sa poitrine. Elle entendit la musique venir de l'aile ouest, mais elle ne bougea pas. Elle resta là, dans le noir, et elle pensa à tout ce qui s'était passé depuis le marché.
Des pas résonnèrent dans le couloir. Théodore apparut, une chandelle à la main. Il s'arrêta en la voyant et fronça les sourcils. « Isabelle ?» Elle répondit doucement. « Je ne pouvais pas dormir. » Il s'assit à côté d'elle, pas en face, mais à côté, le dos contre le même mur. Leurs épaules se touchèrent, et Isabelle sentit la chaleur de son corps à travers le tissu de sa robe de chambre. Ils restèrent ainsi pendant plusieurs minutes, sans parler, écoutant le silence de la maison endormie. « Pourquoi ne payez-vous pas la dette ?» demanda finalement Isabelle. « Parce que si je paie, dit Théodore, vous penserez que je vous ai sauvé une deuxième fois, et vous me devrez encore plus. » Isabelle ferma les yeux. « Je ne veux pas vous devoir quoi que ce soit. » Il murmura. « Je sais. Mais je ne sais pas comment arrêter. » Théodore tourna légèrement la tête vers elle. « Vous n'arrêtez pas en me remboursant, dit-il. Vous arrêtez en vivant. » Isabelle ouvrit les yeux et le regarda. Dans la faible lumière de la chandelle, elle vit son visage, les lignes de fatigue autour de ses yeux, la tension dans sa mâchoire, la vulnérabilité qu'il essayait toujours de cacher. « Vous jouez du clavecin pour moi, dit-elle. N'est-ce pas ?» Il ne répondit pas immédiatement. Puis, il hocha la tête. « Oui. » Elle demanda doucement. « Pourquoi ? Parce que je ne sais pas comment vous parler, dit-il. Mais je sais comment jouer. » Isabelle sentit ses défenses céder, cette dernière muraille qu'elle avait érigée pour se protéger. Elle posa la tête contre le mur et ferma les yeux. « Demain, je confronterai mon père, dit-elle. Je ne veux pas que vous interveniez. Laissez-moi faire. » Il accepta simplement. « D'accord. » Ils restèrent assis dans le couloir jusqu'à ce que la chandelle s'éteigne. Puis ils se levèrent et retournèrent chacun dans leurs appartements. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une compréhension silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Le lendemain matin, Augustin Devrault revint avec le notaire. Cette fois, Théodore fit ouvrir les portes de la salle commune et demanda à Madame Laurin et 3 domestiques de rester présents. Isabelle descendit, vêtue d'une robe simple mais soignée, les cheveux tirés en arrière, le document à la main. Augustin sourit en la voyant. « Isabelle, j'espère que tu as convaincu ton mari de régler cette affaire rapidement. » Isabelle posa le document sur la table, au centre de la pièce. « Cette créance est prescrite, » dit-elle. Le sourire d'Augustin vacilla. « Quoi ?» Isabelle se tourna vers le notaire. « Monsieur, la dette date de 10 ans. Ma mère est décédée il y a 10 ans. Selon la loi, une créance de dot doit être réclamée dans les 6 ans, suivant le décès du débiteur. Le délai de prescription est dépassé de 4 ans. Vérifiez. » Le notaire prit le document et le relut attentivement. Son visage pâlit. « Madame la duchesse a raison, dit-il enfin. La créance est prescrite. Elle n'a plus de valeur légale. » Augustin se tourna vers sa fille, les yeux rétrécis. « Tu as toujours été trop intelligente pour ton propre bien. »« J'ai appris de vous, » répliqua Isabelle. « Vous m'avez appris à lire les contrats, à chercher les failles. Vous m'avez appris que tout a un prix. Et maintenant tu me jettes dehors ?» Augustin fit un pas vers elle, et Isabelle vit la colère dans ses yeux. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai nourri, élevé, je t'ai donné une éducation. Vous m'avez vendu dans un marché à côté des chevaux. » Coupa Isabelle, et sa voix était froide, calme, sans trembler. « Devant des hommes qui riaient, vous m'avez traîné dans la boue, et vous m'avez offerte au premier qui voulait bien payer. Vous n'avez pas le droit de me parler de dette. Sans moi, tu n'aurais pas ce duc, cette maison. Sans vous, je n'aurais pas eu besoin de ce duc et de cette maison.
Un silence pesant s'abattit sur la salle. Augustin ouvrit la bouche, la referma, puis se tourna vers Théodore. « Vous allez laisser votre femme me parler ainsi ?» Théodore, qui était resté silencieux jusque-là, se leva lentement. « Sortez, dit-il, et sa voix était basse, glaciale. Maintenant. » Augustin regarda autour de lui. Les domestiques, Madame Laurin, le notaire qui rangeait ses documents. Puis il cracha par terre et sortit de la salle. Le notaire le suivit, s'excusant à voix basse. Quand la porte se referma, Isabelle sentit ses jambes trembler. Elle s'assit sur une chaise et posa les mains à plat sur la table pour les empêcher de bouger. Théodore s'approcha et s'assit en face d'elle. « Je n'ai pas payé, dit-il. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas. C'est parce que vous n'aviez pas besoin que je paie. » Isabelle leva les yeux vers lui. « Pourquoi l'atelier? Pourquoi l'astrolabe? Même pourquoi la musique le soir quand vous pensez que je n'entends pas? Pourquoi tout cela ?» Théodore la regarda, et pour la première fois, elle vit la peur dans ses yeux. Pas la peur du danger, mais la peur de dire la vérité. « Parce que je vous ai épousé pour vous sauver, » dit-il lentement. « Et que quelque part entre le marché et ce matin, j'ai cessé de vous sauver et j'ai commencé à vous aimer. Et je ne peux pas vous le dire, parce que chaque fois que je vous donne quelque chose, vous entendez la voix de votre père. » Isabelle sentit les larmes monter, mais elle les retint. « Vous m'aimez ?» Il confirma simplement. « Oui. » Elle demanda. « Depuis quand ? » « Depuis la première fois que je vous ai vu dessiner, depuis que vous avez corrigé le jardinier sur le nom d'une plante, depuis que vous avez cité Montaigne sans même y penser. » Il se pencha en avant, les mains jointes. « Je suis tombé amoureux de ce que vous faites quand vous croyez que personne ne regarde. » Madame Laurin, qui se tenait près de la porte, s'approcha. « Monsieur le duc joue du clavecin le soir depuis 5 semaines, madame, » dit-elle doucement. « Avant votre arrivée, cet instrument était fermé depuis 10 ans. » Isabelle regarda Théodore, puis Madame Laurin, puis de nouveau Théodore. « Vous avez ouvert le clavecin pour moi. » Il acquiesça. « Oui. » « Vous avez préparé l'atelier pour moi. » Il répéta. « Oui. » « Vous m'avez défendu chez les marchands. Vous avez refusé de payer mon père. Vous avez fait tout cela. Parce que je vous aime, » termina Théodore. Et je ne sais pas comment le dire autrement. Isabelle se leva et marcha vers la fenêtre. Elle regarda les jardins, les allées de gravier, les haies taillées avec précision. Puis elle se tourna vers lui. « Je vous ai dessiné, » dit-elle. « Depuis la 3e semaine, vos mains sur le clavecin, je les ai dessinées encore et encore. » Théodore se leva. « Je sais. » Elle demanda surprise. « Vous saviez ?» Il confirma. « Oui. Je jouais plus lentement pour que vous ayez le temps de finir. » Isabelle sentit un rire monter dans sa gorge, un rire qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. « Vous jouiez lentement, » il répéta. « Oui. » Elle insista. « Pour moi. » Il confirma encore. « Oui. » Elle traversa la pièce et s'arrêta devant lui. « Je ne vous aime pas encore, » dit-elle, et elle vit la douleur passer sur son visage. « Mais je pourrais, si vous me laissez le temps, si vous arrêtez de me sauver et commencez simplement à être là. » Théodore hocha la tête. « Je peux faire ça. » Elle murmura. « Alors faites-le maintenant. » Il la regarda, et elle vit la question dans ses yeux. Elle hocha la tête et il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer. Elle ne recula pas. Quand leurs lèvres se touchèrent, elle sentit le goût du sel et de la poussière, et elle comprit que c'était le goût de quelque chose qui avait été gagné, pas donné. Le baiser dura quelques secondes, puis il recula.
Vous avez vaincu votre père aujourd'hui, dit-il, par vos propres compétences. Je n'ai rien fait. Vous avez fait la chose la plus difficile, répondit Isabelle. Vous m'avez laissé me battre seul. Ils restèrent debout dans la salle commune, entourés de témoins silencieux. Et Isabelle sentit que quelque chose avait changé. Pas seulement entre eux, mais en elle. Et elle n'était plus la fille vendue au marché. Elle était la femme qui avait vaincu son père avec ses propres armes. Les semaines qui suivirent furent des sur différentes. Isabelle et Théodore commencèrent à parler, pas seulement des choses superficielles, mais des choses qui comptaient. Il lui raconta sa mère, sa mort, les 10 années de silence qui avaient même suivi. Elle lui parla de son enfance, des livres qu'elle avait lus, des rêves qu'elle avait eus avant que son père ne les détruise un par un. Le soir, elle l'écoutait jouer. Mais maintenant, elle entrait dans la pièce au lieu de rester dans le couloir. Elle s'asseyait près de la fenêtre, son carnet de croquis sur les genoux, et elle dessinait pendant qu'il jouait. Il ralentissait toujours au passage difficile, et elle souriait, sachant qu'il le faisait pour elle. Un matin, elle accrocha 3 dessins dans la grande salle. Le premier qu'elle rendait public. Un portrait de Madame Laurin, debout près d'une fenêtre, la lumière illuminant son visage. L'astrolabe en clair-obscur, ses cercles gravés brillant dans l'ombre. Et un troisième. Des mains sur un clavecin, pas de visage, juste les mains, les doigts touchant les touches avec une précision qui parlait de discipline et de vulnérabilité. Théodore entra dans la grande salle et s'arrêta devant les dessins. Il resta silencieux pendant plusieurs minutes. Puis, il se tourna vers elle. « Vous m'avez dessiné. » Elle confirma. « Oui. C'est la première fois que vous accrochez vos dessins. » Elle répéta. « Oui. » Il demanda. « Pourquoi maintenant ?» Isabelle s'approcha et se tint à côté de lui. « Parce que je ne me cache plus. » Il prit sa main et la serra doucement. « Votre mère s'appelait comment ?» Elle répondit. « Marguerite. »« Joli nom, » dit Madame Laurin depuis la porte. « Ce serait un bon nom pour le premier dessin que vous vendriez, si vous décidiez de le faire. » Isabelle regarda Théodore surprise. « Vendre ? Pourquoi pas ?» dit-il. « Vous êtes doué, les gens devraient voir votre travail. » Elle demanda. « Vous seriez d'accord ?»« Ce n'est pas à moi de décider, » répondit Théodore. « C'est votre choix, comme tout le reste. » Isabelle sourit, un vrai sourire, qui venait du fond de son cœur. « Alors, peut-être. Un jour ?» L'été arriva, et avec lui, la lumière dorée qui inondait l'atelier chaque matin. Isabelle passait ses journées à dessiner, et Théodore venait parfois s'asseoir à côté d'elle, tenant l'astrolabe, lui tournant les cercles lentement pendant qu'elle croquait les engrenages. Il ne parlait pas toujours. Parfois, le silence était suffisant. Un matin, alors qu'elle travaillait sur une nouvelle étude, Théodore entra et posa une lettre sur le bureau. « De Paris ?» dit-il. « Votre père a essayé de contacter un avocat pour rouvrir l'affaire de la créance. L'avocat a refusé. Il a dit que la cause était perdue et que votre père devrait arrêter de perdre son temps. » Isabelle prit la lettre et la lut. Puis, elle la posa sur le bureau et retourna à son dessin. « Il n'écrira plus, » dit-elle. Théodore confirma. « Non, il ne le fera pas. » Isabelle continua à dessiner et elle sentit une légèreté qu'elle n'avait jamais connue. La porte de l'atelier était ouverte sur la cour et le soleil entrait à flot. L'astrolabe tournait lentement sur le bureau, ses cercles reflétant la lumière. Dans la pièce d'à côté, le clavecin était ouvert, prêt pour la soirée. Elle regarda Théodore, assis à côté d'elle, et elle réalisa qu'elle n'avait plus peur. Plus peur de lui devoir quelque chose.
plus peur d'être sauvée. Parce qu'elle s'était sauvée elle-même, et maintenant elle pouvait choisir de l'aimer. Pas par obligation, mais par désir. « Je crois que je vous aime, » dit-elle. Théodore leva les yeux, surpris. « Vous croyez ?» Elle sourit. « Non, je sais, je vous aime. » Il se pencha et l'embrassa, et cette fois, le baiser dura plus longtemps. Quand ils se séparèrent, il posa son front contre le sien. « Je vous aime aussi, » murmura-t-il. « Depuis le début. » Elle répondit doucement. « Je sais. Vous me l'avez dit avec chaque note que vous avez jouée. » Ils restèrent assis dans l'atelier, entourés de lumière et de dessins, et Isabelle sut que c'était le début de quelque chose de nouveau. Pas une fin, mais un commencement. Pas un sauvetage, mais un choix. Et pour la première fois depuis le marché de Bressac, elle se sentit libre.